et à tous pour cette matinale en tout cas dédiée aux TPE, PME, entreprises, ETI et sur cette modalité de travail qu'on appelle le temps partagé. Je m'appelle Camille Serin, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer en tout cas cette petite matinée, cette petite heure. Et nous avons une petite introduction pour redéfinir tous ensemble qu'est-ce qu'on met derrière la notion de temps partagé. C'est important qu'on ait cette définition tous ensemble. Une présentation courte de chacune des structures qui ont organisé cette matinale, à savoir CIRAC, CTP69, Aparté et Kéros. L'idée étant de présenter les différences, en tout cas entre ces structures et différents modes de fonctionnement, et puis on enchaînera sur les témoignages. Alors, le temps partagé fait référence à un professionnel qui partage son temps entre plusieurs employeurs en offrant à chacun des compétences clairement définies. Donc ça, c'est la définition de la FNATTP, la Fédération nationale des associations de travail à temps partagé. Et on a insisté et on a trouvé important de réintroduire en tout cas cette définition pour vraiment distinguer le temps partagé du temps partiel. Quand on parle de temps partiel, on parle d'un temps de travail. Le temps partagé, ce sont des structures, des organisations, des entreprises qui partagent en tout cas, qui se partagent des expertises bien précises. En 2019, 430 000 professionnels se déclarent en tout cas travailler à temps partagé. C'est une tendance qui continue à croître, encore plus avec le contexte de la Covid, combien de traverser, parce que ça permet effectivement d'avoir de la flexibilité, surtout de se faire accompagner d'experts, sans pour autant avoir à recruter. On va voir un petit peu plus loin justement les différents cas de figure. Et dans quel cas on peut faire appel, les entreprises en tout cas en général, font appel au temps partagé. Quand on a besoin d'une expertise ponctuelle pour passer un cap et sans forcément avoir de visibilité sur la nécessité en tout cas de pérenniser la fonction. Ça permet aussi un peu de se tester sur la fonction, les responsabilités, le rôle et tout ce qui est autour. On fait aussi appel au temps partagé quand on a besoin d'une expertise dans la durée, on a besoin d'être accompagné, mais qui ne requiert pas un temps plein ou un plein temps. Généralement, c'est des structures qui sont soit plus petites, soit qui ont besoin d'expertise, mais effectivement pas de manière complète ou à 100% en tout cas sur la semaine. Et puis ça peut être aussi quand on a besoin d'une fonction, d'une expertise, et que l'entreprise n'a pas les moyens d'internaliser la fonction, mais qui a besoin de cet expert à ses côtés justement pour développer un produit, pour développer un marché, pour faire des appels d'offres, etc. On a beaucoup de cas de figure selon les métiers. Mais voilà un petit peu tous les cas, et on verra du coup, avec nos témoins, s'il y a éventuellement d'autres cas de figure qu'on n'a pas imaginé de manière générale, et où finalement la modalité du travail à temps partagé est vraiment pertinente en tout cas pour l'entreprise. On a un petit peu listé toutes les postes, tous les métiers auxquels on a pensé, ou que l'on connaît en tout cas dans notre entourage et dans les 4 structures qui ont organisé cette matinale, un petit peu recensé tous les métiers ou tous les postes qu'on a, en tout cas que l'on connaît sur le temps partagé. Ça peut être de la finance avec tous les métiers autour de ce métier-là, tout ce qui est RH, commerce, assistanat, achat, approvisionnement, qualité, pas mal aussi en informatique, marketing digital. On a mis des petits points parce que plus on avance et plus on découvre des indépendants, des structures qui proposent différents métiers en temps partagé. Je vais demander à CIRAC du coup à Julie Frutoso qui représente CIRAC aujourd'hui, qui va nous présenter en tout cas le mode de fonctionnement de CIRAC et sa structure. Bonjour. Donc effectivement, je suis consultante pour CIRAC ETTP, entreprise de travail à temps partagé. Nous recrutons exclusivement nos salariés en CDI pour des mises à disposition plus ou moins longues, de minimum 6 mois, auprès de TPE, PME. C'est sur du temps partiel, voire très partiel, à partir d'une demi-journée par semaine, jusqu'au temps plein. Aujourd'hui, le temps partagé va se présenter sous 2 formes, soit sur du temps plein, et auquel cas les missions vont se succéder, 1 an, 2 ans, 3 ans, ou sur du temps partiel. Exemple, un salarié va démarrer sa semaine lundi, mardi dans une structure et va la finir dans une autre. On est bien sur du temps partagé. Tout à l'heure, notre client pourra en témoigner. Nous intervenons sur les métiers de l'assistanat, de la comptabilité, des ressources humaines, de la téléprospection ou même sur des métiers un peu plus techniques dans l'industrie. Aujourd'hui, CIRAC, c'est une centaine de salariés et nous sommes présents, donc le siège est à Villeurbanne et nous avons 5 agences, Villefranche, Paris, Annecy,
Dijon et Valence. Merci. Merci Julie. Olivia, tu viens nous présenter Aparté. Bonjour à tous, donc je suis Olivia Courbet de Kermadec. J'ai fondé Aparté il y a 4 ans parce que j'étais déjà profondément convaincue de l'intérêt du temps partagé pour les TPE-PME, voire même plus grand que les PME. Je me suis entourée d'entrepreneurs de différentes fonctions qu'on a d'ailleurs listées tout à l'heure, qui du coup peuvent intervenir auprès de ces entreprises, même parfois en binôme, parce qu'on a des profils complémentaires, ce qui fait qu'au sein de l'association, on a aussi bien 3 ou 4 RH avec chacune leurs spécificités, de même qu'en finance, de même qu'en marketing, communication, etc. On est tous indépendants, donc Aparté est vraiment un réseau, un collectif d'entrepreneurs. L'idée c'est de promouvoir le temps partagé, d'échanger nos bonnes pratiques, de pouvoir parler entre nous peut-être de missions disponibles à un moment donné ou de se communiquer les missions. Donc il y a une bonne ambiance conviviale et professionnelle. Et voilà, on est à peu près une vingtaine depuis 4 ans. Voilà. Merci. Merci Olivia. Kéros, Franck. Franck Pétas et sa structure. Merci Camille. Bonjour à tous, donc moi je représente le réseau Kéros, qui est un réseau d'entrepreneurs individuels qui a une vocation nationale. Nos adhérents sont tous des personnes qui ont exercé en entreprise des fonctions managériales d'assez haut niveau, qui ont été dirigeants d'entreprise et qui consacrent maintenant leur temps à partager justement leurs compétences, leurs talents dans les entreprises. Nous sommes organisés donc sur toute la France, mais dans chaque ville, nous avons des agences. Une agence est composée de représentants de chaque fonction managériale, un DRH, un DAF, un TIRCO, un DSI, etc., etc. Si j'additionne ces compétences complémentaires, eh bien, j'ai un CODIR externalisé, et donc on peut aller jusqu'à proposer à une entreprise un CODIR externalisé. On va travailler de la start-up jusqu'à la petite ETI. Et au-delà de nos compétences d'entrepreneurs individuels, eh bien, on va effectivement proposer les services d'une équipe, parce que dans une entreprise, les problèmes ne sont pas, ou les problématiques plus exactement, ne sont pas uniques. Chaque compétence va interagir sur l'autre. Dernier point, on a fait un choix qui diffère un petit peu de ce qu'on connaît le plus fréquemment dans le monde du consulting, c'est celui de ne pas comptabiliser notre temps. On considère qu'encore une fois qu'on est des opérationnels dans l'entreprise, on vient prendre un poste, une fonction managériale, un poste opérationnel. Et donc, lorsqu'on a traité les problématiques, elles n'arrivent pas que le lundi et le mardi, ou s'il y a une information qui arrive le mercredi, eh bien, il faut pouvoir la traiter immédiatement. Nous travaillons avec les dirigeants d'entreprise, avec un objectif, avec une mission qui est à remplir, et encore une fois, sans comptabiliser notre temps. Voilà, merci à vous. Merci Franck. Et Pierre Courteau qui va nous présenter CTP 60. Eh bien, bonjour. CTP 69, c'est déjà, j'allais dire, pas une vieille histoire, puisque fondé en 92, donc 30 ans l'an prochain. Nous sommes une association de loi 1901. Nous recrutons des adhérents. Et nous allons devant des chefs d'entreprise en approche directe, c'est-à-dire sans contact préalable, afin d'assurer la promotion du travail en temps partagé. Nous allons devant des chefs d'entreprise. On essaie d'avoir des entretiens, ce qui n'est pas facile, dans les circonstances actuelles. Et quand on a la chance d'avoir un entretien, on présente ce qu'est le travail en temps partagé aux chefs d'entreprise. Vaste mission, il faut s'accrocher, ça fait 30 ans. Et quand on va sur le terrain, qu'on rencontre des chefs d'entreprise, on constate surtout qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais leur intérêt est vif quand on leur commence à leur expliquer un peu tout ça. Voilà. Bon. Ça a commencé donc à Lyon. Ça s'est très bien passé, malgré les difficultés du début des années 90. Il y a actuellement 26 CTP à travers la France. Le tout fédéré au niveau national par une fédération nationale des associations de travail en temps partagé.
Voilà, à cette activité de promotion du travail en temps partagé, nous avons aussi notre mission qui est d'accompagner, dans notre cadre d'une convention signée avec la métropole, des gens, jeunes, moins jeunes, qui sont au RSA. Voilà. Merci de m'avoir. Merci. Par vous, Nathalie. Sur quelques questions, présentez-nous rapidement votre entreprise, votre taille, votre secteur d'activité, qu'on puisse comprendre dans quel contexte vous avez fait appel au temps partagé. Donc, du Carreau à Grange, on est une structure de 12 salariés. On est une entreprise du patrimoine vivant qui a fêté ses 80 ans et on fabrique des maquettes, des dispositifs manipulatoires que l'on trouve essentiellement dans les musées, des sculptures et des décors. Et on travaille autant pour l'architecture que pour l'industrie, que pour le milieu culturel, musée, attraction culturelle. D'accord. Et alors comment vous avez découvert du coup la modalité du travail en temps partagé? Alors moi j'ai connu j'avais un peu une vision de temps partagé culturelle peut-être, je sais pas, j'avais vu des choses passer. Et sinon j'ai vraiment découvert le temps partagé par le réseau Entreprendre. Le réseau Entreprendre. Oui. Ouais. Je suis lauréate du réseau, parce que j'ai repris l'entreprise il y a presque 4 ans, et dans le cadre de cette reprise, je suis lauréate du réseau, et Sirac est membre du réseau Entreprendre. Et c'est comme ça que j'ai découvert plus en profondeur l'activité temps partagé. Donc c'était il y a 4 ans à peu près. Oui. D'accord. Et alors du coup, expliquez-nous comment vous avez, on va dire, intégré une ressource à temps partagé, sur quel métier, quelle expertise? Alors c'est intervenu dans le cadre d'une réorganisation où on a modifié les fonctions. J'avais une assistante qui faisait de l'assistanat, de la communication, qui avait des missions très variées, qui devait faire du commerce, plutôt de l'administration commerciale. Et la partie commerciale ne se passait pas bien, elle ne se plaisait pas trop dans son poste, et donc elle est partie faire autre chose. Et à cette occasion-là, moi j'ai un maquettiste de l'entreprise qui, dans le passé, a travaillé à son compte et qui, du coup, avait envie de prendre en charge cette partie plus commerciale, un peu en mi-temps de son travail en atelier. Donc c'était une perspective d'évolution pour un de mes salariés. Par contre, cette personne-là n'était pas forcément en capacité et n'avait pas envie de prendre la partie administrative. Parce que c'est quelqu'un plutôt manuel et donc l'administratif pur, ça ne lui plaisait pas. Donc on était d'accord de dire que si elle prenait ça, ça ne marcherait pas. Donc moi je me suis retrouvée en gros avec un budget de temps de travail qui représentait 2 demi-journées par semaine, estimées. Donc je me suis dit, on va chercher en intérim, etc. Avec les contraintes juridiques quand même, que le temps partiel c'est pas censé faire 7 heures par semaine. Alors on contourne, mais moi je suis pas trop une contournement, je préfère faire les choses sur les sujets humains, en tout cas un peu dans les coups. Et en intérim, on s'est retrouvé avec énormément de difficultés à avoir des candidats, des agences d'intérim très, très en difficulté, en disant 7 heures par semaine, mais ça n'intéresse personne. Et qui m'ont dit que les seuls candidats que j'ai eus, c'était des étudiants. Donc moi, le besoin, il était dans la durée. Et donc tout recommencer tous les ans avec un nouvel étudiant, en termes managériels, ça ne me plaisait pas énormément. Et ça me posait des vrais problèmes de confidentialité, parce que quand vous faites des maquettes, vous avez plein de vos clients. Donc moi, tous mes salariés sont sous engagement de confidentialité. On a un métier de niche, donc j'ai pas de turnover, ce qui aide beaucoup pour gérer des plans très confidentiels. Et donc, rentrer dans une organisation où j'avais quelqu'un qui avait accès à des données de l'entreprise et où structurellement c'était organisé en turnover, parce que si on prend un étudiant, c'est ça qui se passe, moi ça me posait des vrais soucis. Et donc en fait, par les voies de recrutement usuelles, j'avais pas de solution. Et j'avais pas le budget ni la charge de travail pour occuper quelqu'un. Et donc Sirac, par le fait de pouvoir compléter ce temps et de ne pas précariser en fait la personne, a pu me trouver une solution. Donc Sirac était présent dans votre réseau Entreprendre, c'est ça? D'accord. Et donc là, vous avez pris quelqu'un du coup en temps partagé sur la partie assistanat, c'est ça? Oui. D'accord. Alors vous, du coup, on voit bien le besoin qui est arrivé effectivement par un temps qui est un peu réduit dans la semaine avec une expertise spécifique et puis un aspect, comme vous l'avez dit, de confidentialité. Vous avez bien quelqu'un qui était dans la durée en fait.
Aujourd'hui, du coup, est-ce que vous voyez des obstacles pour vous? Alors, on avait compris les contraintes, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'être avec cette modalité en temps partagé. Est-ce que vous voyez d'autres obstacles aujourd'hui ou d'autres bénéfices d'avoir cette ressource-là, en tout cas en temps partagé? Le bénéfice, c'est que j'ai pas d'autre solution en fait pour avoir cette ressource. Enfin, moi, quand on est une TPE, on n'a pas des budgets limités, donc souvent, moi, qui croise beaucoup d'entrepreneurs, l'idée c'est de dire, en fait, j'embaucherai que quand je peux occuper un temps plein, ou un 80%. Et en fait, toute la période de transition, c'est une galère totale, parce que souvent, c'est le dirigeant qui prend tout ça en charge, ça devient l'horreur sur plein de sujets, et c'est pas forcément, moi je trouve pas ça forcément intelligent comme solution. Là, ça permet d'assurer une montée en charge, ou d'assurer dans la pérennité quelque chose qui fera jamais plus qu'une durée. Montée en charge, c'est qu'on peut passer d'une demi-journée à 3/4 journée à une journée par semaine, si l'activité se développe. D'accord. Vous avez parlé effectivement de l'intérim, vous voyez bien le point, ce que vous avez vous, étant sur un marché de niche, avec la spécificité de l'accord de confidentialité. Est-ce qu'il y a un autre inconvénient à passer par des agences d'intérim par rapport à la solution du travail sur la modalité du temps partagé? Ce qu'il y a, c'est que l'intérim, c'est censé être pour une durée courte, en fait. Structurellement, c'est censé être comme ça. Donc l'idée, c'était, moi, quand j'ai fait appel à l'intérim, c'était dans l'idée d'être aidé sur le recrutement, donc d'avoir une période d'intérim et un recrutement derrière. Mais c'est pas forcément facile de gérer du temps partiel en tant qu'employeur sur des très petits contrats comme ça. Si je résume votre propos, l'inconvénient avec l'intérim, c'est qu'on va avoir plein de contrats qui sont effectivement très petits, il n'y a pas d'accompagnement dans la durée, et avec le même risque que ce que vous avez dit avec un stagiaire, ça va devoir reformer aussi quelqu'un. Oui, puis moi, les agences d'intérim, ça les intéresse pas du tout. Ah oui, ils vous ont dit clairement... En fait, mettre l'énergie d'un recrutement pour me facturer 7 heures par semaine, clairement, j'étais pas du tout la priorité dans le tas de l'agence. Est-ce que vous avez pressenti des agences d'intérim justement de ne pas mettre d'efforts pour 7 heures par semaine? À votre avis, jusqu'à quel créneau de temps elles ne feront pas d'efforts même pour une journée par semaine? C'est des contrats qui ne sont pas suffisamment intéressants pour elles? Là, c'est compliqué de dire parce que j'ai pas après, dans une vie précédente, j'ai été confrontée, mais en gros, ils sont quand même peu outillés pour faire du temps partiel. Est-ce que dans votre structure, vous avez fait appel à d'autres modes d'externalisation, justement, sur d'autres compétences? Après, moi, j'ai certains sujets où je fais appel à des prestataires. Ouais. Des indépendants. Moi, pour développer l'activité de sculpture qu'on a, j'ai quelqu'un qui est venu en prestation de service faire une étude de marché sur cette activité, sur des besoins plus ponctuels. Plus ponctuels, ouais. Mais pour moi, c'est des besoins où la personne, c'est une mission. Pour moi, le travail indépendant, c'est ça. C'est sur un projet bien précis. Voilà, c'est un projet bien précis. La personne n'a pas forcément besoin d'être là. Il va y avoir des points avec moi d'avancement ou avec les équipes sur certains sujets, mais après, la personne, elle est autonome pour gérer son travail comme elle l'entend et autant qu'elle a décidé. Moi, elle me doit un résultat dans ce cas-là. C'est plus qu'il y a un projet que vous développez, que vous vendez, que vous commercialisez. C'est par projet quelque part. Ok, merci beaucoup en tout cas Nathalie. Est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement à Nathalie par rapport à l'exemple dont elle nous a parlé, ses besoins en tout cas spécifiques sur la modalité du temps partagé? Et quand vous parliez d'un besoin de 7 heures par semaine, c'est ça au début? C'est un besoin qui a évolué un peu au fur et à mesure du temps? Aujourd'hui, le contrat c'est 12h30 par semaine. D'accord. Donc c'est un contrat à l'heure que vous avez? Après c'est organisé en temps de travail. La personne qui vient chez moi, elle fait 2h30 par jour. D'accord. Tous les après-midi. Mais après ça a été discuté. C'est-à-dire que moi mon besoin, le volume de charge de travail estimé, ce que je pouvais financer, parce qu'il y a ça aussi. Il y a un équilibre entre ce que je peux donner comme travail et puis ce que je peux financer. Après, ça s'est aussi organisé. Moi, en termes d'assistanat, ça m'intéressait que tout ne soit pas coupé sur une journée parce qu'il y a un aspect prise de téléphone, choses comme ça dans la mission. Mais après, ça s'est fait aussi, l'adaptation des horaires, ça s'est fait aussi en concertation avec la salariée. Qui a des enfants. À un moment donné, quand on est sur des très petits contrats, il faut aussi être souple en tant qu'employeur parce que si vous ne pouvez pas dire à quelqu'un vous allez faire 12h30 par semaine, par contre, je vais vous mettre que des horaires, il faut que vous fassiez garder vos enfants. À un moment donné, il faut être cohérent. On impose une contrainte quand on est employeur et qu'on demande que ça. Donc il faut aussi
être dans une logique quand même de dialogue sur comment ça peut s'articuler pour que la personne soit bien. Parce que moi, l'idée, c'est je sais que j'offre pas un temps plein, je sais que je suis pas en capacité de le faire, que du coup, c'est pas forcément évident pour le salarié. Alors, grâce à Sirac, la personne peut compléter si elle le souhaite. Donc au moins, ça lui offre cette perspective, parce qu'elle serait salariée chez moi, je n'aurais pas le temps de m'occuper de trouver un autre job pour compléter. Donc ça lui offre des perspectives de développement de son contrat de travail, mais il faut quand même accepter de dialoguer pour s'organiser, sinon ça ne peut pas marcher. Ouais, bien sûr. Vous avez 2h30 par jour à peu près, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ouais, je veux bien compléter parce que du coup je travaille avec Nathalie Mara et donc que j'ai recruté, donc travaille chez Ducarrois-Grange. Et en effet, comme dit Nathalie, il y a une vraie souplesse à avoir des deux côtés. C'est vrai que Mara, quand elle est venue vers nous, c'était vraiment je veux faire du temps partagé et pour l'instant je veux vraiment que du temps très partiel. Donc il est vrai qu'entre 10 et 12 heures par semaine, c'est ce qu'elle souhaitait. Nathalie a été aussi arrangeante de ce côté parce que en disant ok pour travailler que les après-midi, donc en effet Mara elle travaille de 13h30 à 16h tous les jours chez Ducarrois-Grange. C'était vraiment une volonté pour reprendre une activité avec des enfants en bas âge et c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille avec Mara pour compléter, donc l'objectif c'est de la mettre à disposition tous les matins au sein d'une autre entreprise parce qu'aujourd'hui elle le peut. C'est aussi des moments de vie où il y a un moment donné, d'ailleurs on a beaucoup de femmes qui travaillent dans nos salariés, je dirais que 80%, quasiment 80% sont des femmes, et qui à un moment donné veulent vraiment travailler à temps partiel, donc trouvent aussi leur compte, et puis dès qu'elles sont disponibles davantage, on repart sur des temps plus importants, et c'est là où on est vraiment au temps partagé, 2 entreprises, 3 entreprises, voire parfois plus. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, je voulais voir sur les aspects plus juridiques. Donc la personne, elle est salariée de Sirac, Voilà. elle est mise à disposition, ou il y a un contrat de travail direct entre les salariés. Elle est en CDI chez Sirac. Elle est salariée chez nous, elle est salariée en CDI chez Sirac, et elle a une lettre de mise à disposition pour travailler chez Ducarrois-Grange, et nous on signe en parallèle une convention de mise à disposition avec Ducarrois-Grange. Donc ce qui veut dire si par exemple vous n'arrivez pas à compléter le temps restant, on va dire, et qu'elle est embauchée en CDI, elle est en temps plein chez vous. Elle est en temps partiel chez nous. Si demain on complète, l'objectif c'est de compléter, on va faire un avenant à son CDI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est à 12h30, elle va passer peut-être à 20h, à 30h. Voilà. C'est extrêmement souple chez nous. Il suffit de faire un avenant au CDI, d'augmenter les heures, et elle aura une deuxième lettre de mise à disposition chez un autre client lorsqu'elle aura une autre activité en parallèle. Le CDI vous passez sur une 35 heures. Oui, voilà. En fait, notre CDI est calé sur des missions. Exactement, tout à fait. Et si je peux intervenir, pardon, pour compléter, le temps partagé, c'est effectivement pour les entreprises qui vont trouver leur compte et une réponse à leurs besoins. C'est aussi, ou ça peut être aussi un choix d'une personne de travailler en temps partagé, et c'est ce que va lui permettre des réseaux comme les nôtres d'avoir un équilibre aussi entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Donc le fait de dire ok, je veux obligatoirement un 35 heures par semaine et pas forcément une fin en soi pour un certain nombre de nos adhérents. Moi j'ai une question aussi pour compléter un petit peu ce qui a été dit. Vous pourriez aussi avoir votre salarié aujourd'hui est en CDI, mais ça pourrait être un indépendant, une indépendante, quel que soit le statut, en auto-entreprise, auto-entrepreneur, portage salarial, qui de la même façon aurait pu aussi contracter, avoir un contrat en direct avec vous, qui équivaut à ce qui a été fait avec Sirac, mais ça pourrait être aussi quelqu'un d'indépendant ou un auto-entrepreneur qui signe le même genre de contrat avec vous. Oui, sauf qu'il faut le trouver, c'est indépendant. Tout à fait. Moi, de mon point de vue, c'est ça la difficulté. C'est ça la comment difficulté. trouver l'indépendance. Si ça se passe pas bien, comment on peut le remplacer. Il y a quand même cet aspect de recrutement. Tout à fait. Moi, Sirac, c'est pas juste le portage du contrat. C'est quand même derrière la recherche. Moi, j'ai eu 2 personnes différentes depuis qu'on travaille ensemble avec Sirac. J'ai eu 2 personnes parce que moi, je suis engagée sur des périodes de 6 mois. Et Sirac, ils sont assez professionnels là-dessus. C'est-à-dire qu'en plein Covid, alors qu'on était fermé, qu'on n'avait aucune visibilité, ils ont pris la peine de m'appeler en me disant on est en tacite reconduction,
il va falloir prendre une décision, est-ce que vous arrêtez le contrat ou pas. Moi j'avais d'autres sujets que m'occuper, c'était le moment de renouveler ou pas. Donc ça a été très professionnel de me le dire, là maintenant il faut voir. Moi j'étais dans une situation où on était fermé, on n'avait aucune visibilité de quand est-ce qu'on allait pouvoir ouvrir ou pas. J'avais plus de chiffre d'affaires, j'avais plus aucune rentrée, j'avais quand même mes frais fixes. J'avais droit à aucune aide, je rentrais dans aucune case d'aide, à part le chômage partiel. Mais le chômage partiel, ça ne fait pas tant d'entreprises. Donc moi j'ai dit, pour le moment j'ai pas de vie, on va arrêter. Voilà. Après il se trouve que quand la période a repris, on a redémarré, on a redéfini les temps de travail, et c'est quelqu'un d'autre qui a été capable de prendre la mission. Mais voilà, ça aurait été... moi j'aurais été complètement responsable de ça et de la recherche, je ne sais pas comment j'aurais fait. On trouver des... on trouve toujours des solutions, on finit toujours par trouver des solutions. Sinon... Vous auriez peut-être contacté un autre acteur, mais voilà, mais en tout cas, on voit bien que c'est pas juste le contrat, il y a quand même une prestation et une capacité à trouver une autre ressource au cas où il y a des changements. Voilà, la capacité à compléter, parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas en capacité d'augmenter ce temps de travail. Oui. Ma salariée a ce souhait de développer son temps de travail. S'il n'y avait pas Sirac, elle pourrait être amenée à chercher du travail ailleurs. Tout simplement parce qu'à un moment donné, son équilibre financier, l'âge de ses enfants, voilà, sa vie perso fait qu'elle a d'autres souhaits, moi je ne peux pas les remplir. Ben, moi ça me sécurise aussi le fait que ma salariée veuille rester là parce que ça lui apporte d'autres solutions à côté. Mais moi tout ça je ne suis pas capable de le faire. Ok. C'est clair, merci Nathalie. Monsieur Maffret, bonjour. Vous êtes président de l'entreprise Sirène. Et de ce qu'on en a dit, vous aussi, vous avez fait appel au temps partagé. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité, votre secteur, pareil, votre taille d'entreprise, qu'on comprenne un petit peu dans quel contexte et dans quel environnement vous êtes? Alors, nous, Sirène, c'est une... On n'est pas membre du patrimoine du monde, on est un peu plus vieux, on a 92 ans. On est une société qui fabrique des systèmes électriques à base de moteurs électriques. Donc des moteurs, des motos, qu'on appelle des motoréducteurs, des pompes, et des systèmes complets autour d'un savoir-faire de conception et de fabrication de motorisation électrique dans des marchés qui sont aussi variés que l'agroalimentaire. On a une activité importante de motorisation dans le domaine du lait, pour brasser le lait, un marché qui nous emmène dans le monde entier. On est un des principaux fabricants de moteurs pour motoriser les volets de sécurité de piscine. On fabrique des motorisations dans différentes applications de la fabrication du bâtiment. Et notre savoir-faire, c'est d'aller chercher des niches très spécifiques où on va créer une gamme de produits, être capable de l'industrialiser, la commercialiser sur des marchés à forte valeur ajoutée. Donc on a une entreprise de centaines de personnes, avec beaucoup de compétences différentes, fabrication, bureau d'études, marketing, commercial et fonctions support. Moi je dirige l'entreprise depuis 2012. À un moment où elle était plus importante, il y avait une structure d'entreprise plus fournie, une DRH quand je suis arrivé, qui avait une vraie fonction de direction de ressources humaines. Et puis au fil du temps, cette personne est partie, et moi j'ai repensé la fonction RH, en me disant que c'était une fonction qui devait être plutôt décentralisée au niveau des managers, donc du quotidien, ce qui n'a pas très bien marché. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on redonne une valeur ajoutée à la fonction ressources humaines, et c'est ce qui m'a amené à envisager une nouvelle forme de collaboration, et le temps partagé, c'est proposé à part. Alors comment il s'est posé justement le temps partagé? C'est d'abord une rencontre en fait. Je pense qu'après c'est d'abord une rencontre avec Stéphanie qui est là. Et après le temps partagé est devenu une modalité en fait. Pas... Mais effectivement j'avais déjà, comme vous, entendu parler dans les PME, on doit avoir des expertises et des maturités d'expertise assez variées. On s'intéresse tous un peu à cette modalité d'avoir de l'expertise sur la durée au travers du temps partagé. Mais j'avais jamais trouvé de structure, je crois que c'était quelque chose en tête, j'avais dû les croiser à l'occasion d'un recrutement où on cherchait des gens à temps partiel, mais j'avais pas eu de rencontre avec un organisme à temps partagé. C'est plutôt la rencontre avec Stéphanie qui elle-même était déjà dans ces modalités avec des gens que je connaissais, qui m'a amené à construire cette forme de collaboration. Donc c'est par le réseau que vous avez en commun et qui vous a amené à Stéphanie, c'est ça? Et
Et ce réseau, c'est un réseau professionnel classique, de dirigeants d'entreprise. Oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, vous avez rencontré donc Stéphanie, qui vous a parlé de cette modalité-là. Non, mais surtout, on s'est retrouvé sur, je pense, à un moment donné où elle avait déjà un projet professionnel qui était clair aussi. Elle avait déjà, je pense que c'est ce que vous décrivez sous une autre forme, c'est que c'est d'abord la rencontre entre une entreprise et puis un projet personnel professionnel. Et le temps partagé, la modalité, ou la dimension de facilitateur que vous pouvez avoir les uns et les autres, c'est une modalité en fait, qui permet ou un facilitateur ou un tiers de confiance sur le montage. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a à un moment donné un échange honnête et transparent entre ce qu'attend l'entreprise et ce que le collaborateur veut et peut apporter au moment où il en est de sa carrière. Et effectivement, comme il y a une dimension, je pense, d'engagement temporel qui doit être claire, qui est plus ou moins long, suivant les contextes, il faut que cette temporalité soit cohérente des deux côtés. Et je pense que là-dessus, c'est des échanges, c'est une discussion transparente, c'est une compréhension des attentes de chacun, la possibilité de partir effectivement sur une phase un peu d'essai ou de galop d'essai, qui permet de pérenniser la collaboration. Alors du coup, à l'initiale, quelles étaient vos attentes justement quand vous avez rencontré moi, mon sujet, c'était de me dire, est-ce que j'ai besoin d'avoir dans un comité de direction qui doit être dynamisé, quelqu'un qui incarne de manière, avec une vraie expertise, le développement des compétences, le développement des valeurs managériales, et qui soit membre du comité de direction. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez important. Et puis avec une relation entre le dirigeant avec moi qui devait être aussi très constructive, parce qu'il y a des vrais enjeux d'animation d'équipe, de choix des collaborateurs. Donc, je pense, un des enjeux, ce n'était pas simplement de remplir un poste, c'était vraiment de savoir si on arrivait avec Stéphanie à dessiner un diagnostic de ce qu'on voulait faire et qu'elle puisse s'inscrire sans être full-time dans l'entreprise, qu'elle s'inscrive dans cette volonté de changement et que ça corresponde aussi à son envie d'être actrice de changement. Je trouve que c'était important. Donc on était beaucoup moins dans l'exécution d'un certain nombre de tâches que dans l'envie de démarrer quelque chose. Je pense qu'au fil du temps, on délivre, on apprend, on s'adapte. Et Stéphanie est membre du comité de direction, même si elle est là sur la fonction. Mais de ce que j'entends aussi, qui est différent effectivement du premier témoignage, c'est que là, il y avait quand même un projet à dessiner ensemble, et ensuite le mener, le conduire, et quelque part sur la partie incarner la fonction RH. Exactement. Okay. Et qui était fondé sur effectivement le fait que j'avais des retours de gens que je connaissais, que je travaillais avec elle, sa propre expérience, et puis l'expression assez claire de ses motivations, qui était de pouvoir rayonner dans des entreprises de manière différente de ce qu'elle avait fait dans des boîtes où elle avait été à plein temps. Et ça correspondait, je pense, à un moment de sa carrière où elle a envie d'être contributrice à un niveau élevé, en influençant vraiment les entreprises dans lesquelles elle intervient, en croisant des expériences aussi. Au niveau d'expertise, vous voulez dire D'expertise et d'influence, parce qu'elle est légitime. Et que je pense que dans les petites entreprises, les PME, les boîtes moyennes, avoir la chance d'avoir des collaborateurs qui croisent, déjà on a accumulé beaucoup d'expérience avec une boîte importante et qui en plus pratiquent en différents environnements, ça donne un regard renouvelé en permanence. Et vous parliez tout à l'heure de faire une petite période d'essai ou de commencer un petit peu différemment. Vous nous expliquez un peu plus en détail comment vous avez démarré, comment vous êtes pérennisé, comment vous êtes défini, le cadre d'intervention justement de On a démarré en janvier 2020, donc après on avait eu le Covid, donc ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Et puis je pense que 2020, on a dû remplacer à peu près un tiers du comité de direction, donc ça s'est pas passé comme on l'avait prévu non plus. Ça s'est un peu imposé à nous, mais je crois qu'on avait fixé une période où on avait acté du fait qu'on allait prendre du temps pour se connaître. Ça c'était indispensable. Le risque, je pense que le risque est plutôt de la part du dirigeant quand il fait rentrer à un poste aussi signifiant quelqu'un de l'extérieur à temps partiel. Je pense que c'est plutôt parce que pour les collaborateurs, est-ce que ça peut signifier que finalement c'est une fonction qui n'a pas beaucoup d'importance, on n'a pas les moyens de mettre de l'argent dessus, c'est quelqu'un qui va passer de temps en temps, qui ne va pas s'impliquer, donc il y a ce risque-là, parce que le reste de l'équipe est à temps plein et très engagé. Donc
il y a un enjeu de faire cet exercice sur la durée pour qu'il y ait des fruits qui soient apparents pour tous, sachant que la contribution avait quand même que 2 jours par semaine, donc comment ça s'organise. Il y a un vrai enjeu de persévérance pour que le changement dans le temps se fasse, que l'influence, parce que c'est beaucoup d'informel aussi, c'est des échanges avec beaucoup de recrutement, beaucoup de métiers, mais c'est aussi tout un réseau à créer avec les membres clés de l'organisation. Donc il faut accepter que ça prenne un peu de temps. Donc c'est pas, à la différence d'un poste d'exécution très opérationnel sur une fonction comme ça, il faut aussi donner sa chance pour que les résultats arrivent et qu'ils soient un peu longs, ils peuvent être longs à venir, parce qu'il y a une phase d'intégration qui va être longue, ne serait-ce que parce que le temps de présence n'est pas moins important que dans un poste à plein temps. Et qu'on souhaite aussi, parce qu'on a dans l'organisation une assistante, une collaboratrice ou une paye, gestion du personnel, donc le quotidien roule en fait, entre guillemets, donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà gérées d'un point de vue administratif par l'organisation, et ce qui fait que la partie à valeur ajoutée que j'attends, elle va par-dessus ce quotidien et nécessiter aussi de s'inscrire un peu dans le temps pour qu'elle s'installe durablement. Et dès le départ, vous aviez imaginé avec l'échange avec Stéphanie que ce serait une fonction RH qui serait au quotidien de toute façon, parce que vous aviez besoin du soutien. Ah ouais, je pense que c'était assez clair. Alors, je pense que dans la formalisation dans les termes, mais tout a été très vite dans les Et donc du coup, la Stéphanie travaille un jour par semaine. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un jour et demi, 2 jours? Voilà, comment vous gérez justement cette fluctuation éventuelle de semaine en semaine? Je ne suis pas un très bon comptable, mais on a le principe de se dire que si ça déborde beaucoup, il faudra quand même qu'elle lève la main. Je pense que ça ne correspond pas, sans vouloir répondre à vos questions, je crois qu'il y a aussi un équilibre des différentes organisations dans lesquelles elle intervient qui fait qu'il y a un certain nombre de jours par semaine qui sont plutôt dédiés, et la réalité des échanges, que je pense que les mails, quand ils circulent, on les ouvre, et que quand on a un stress, il y a quelques moments de téléphone, elle nous répond. Et c'est ce qu'on attend. Je pense qu'il y a aussi quand on intègre quelqu'un en temps partagé dans une fonction de direction, même si on achète une partie qu'un temps partiel, on attend, et c'est la partie à la fois des complexités, mais je pense des motivations aussi, on achète quelqu'un qui vit l'entreprise, et pas simplement le jeudi matin de 9h à 18h30. Oui, parce que ça va être ma question. Du coup, vous avez un jour fixe, et du coup, Stéphanie vient dans vos locaux? Oui, on a un jour fixe, il y a un jour fixe par semaine, il y a un comité de direction par mois. Déjà, ça remplit déjà quelques jours, ça peut se fixer, et puis il y a tous les à côté. Et voilà, je pense que comme toute collaboration, quand il faut ajuster, on s'assoit, on regarde, on ajuste, et on continue. Est-ce que vous avez d'autres modes d'externalisation, justement, dans votre entreprise? Alors, l'informatique, c'est pour faire l'infogérance, mais non, mais avec cette expérience-là, ouais, ça me donne envie de continuer à regarder. Est-ce que vous voyez des obstacles, justement, à ces modalités, en tout cas, de temps partagé? Alors, que ce soit dans des fonctions, peut-être que Stéphanie, effectivement, est avec un niveau peut-être connexe, peut dire, mais peut-être pour d'autres fonctions, d'autres expertises auxquelles vous auriez à faire appel. Je pense qu'il faut que la personne qui accueille la fonction, enfin le responsable hiérarchique, fasse preuve d'un peu de souplesse dans votre collègue. Parce que c'est vraiment une adaptation. C'est très difficile sur le papier, parce que c'est effectivement la rencontre entre des motivations qui sont assez multiples. Ça peut être des motivations d'équilibre, temps perso, reprise de travail. Et puis, c'est vrai que ce que l'entreprise offre, c'est pas un job complet, mais c'est autre chose. Donc, à la fois, il faut accepter qu'il faut essayer de construire une relation hiérarchique quand même, parce qu'il faut que l'entreprise soit le donneur d'ordre. Enfin, je ne sais pas si contractuellement, même si le contrat est porté par la société de temps partagé, je pense que c'est important que l'entreprise assume l'expression de son exigence. Mais ça se calme compte tenu du côté un peu nouveau, à la fois de la présence. Il faut que ça se fasse avec un peu de dialogue et de souplesse avec le donneur d'ordre. Parce que on a quand même besoin sur des contrats avec une présence courte, on a besoin de fluidité, de réactivité, donc tout ne peut pas être écrit.
On a vu dans l'exemple précédent que là, il y avait une modalité de travail temps partagé qui passait par la structure CIREC. Du coup, Stéphanie, vous connaissez la structure à laquelle elle est rattachée? Bah oui, parce qu'elle me l'a présenté. Oui, qui est? C'est une coopérative d'activité en fait, voilà. L'équivalent du portage salarial. Pour moi, c'était vraiment secondaire de savoir par quelle structure elle passait. Mais portage salarial, ça c'est une modalité de contractualisation de votre côté, mais vous êtes en lien direct, il n'y a pas comme dans l'exemple précédent un intermédiaire. Non, si Stéphanie part demain, vous aurez à trouver, je veux dire, une autre personne ou un employé en tout cas sur ce temps partagé là. D'accord. Est-ce que vous recommanderiez du coup cette forme d'emploi à d'autres dirigeants ou d'autres managers que vous rencontriez aujourd'hui? C'est du cas par cas, mais je pense que oui, moi je suis très favorable à cette. Alors, encore une fois, je pense que c'est vraiment une des questions que j'ai posées à Stéphanie quand j'ai compris qu'elle avait un modèle économique derrière. Donc je savais que pour que ça dure avec nous, il fallait que son business fonctionne aussi. Et d'ailleurs, je pense que si ça peut se pérenniser, c'est parce qu'elle y a trouvé un équilibre. Les gens avec lesquels elle travaille eux-mêmes sont dans un rythme où elle lui donne une perspective. Et donc ça, c'est quand même hyper important parce que vous devez avoir des gens qui eux-mêmes trouvent leur propre équilibre alors que vous ne rapportez qu'une partie de leur revenu. Donc c'est ça qu'il faut valider assez vite. Et accepter que si ça n'aboutit pas, chacun reprend un peu ses libertés, c'est normal. Ce que j'entends, ce que vous avez dit effectivement aussi Nathalie, c'est cette notion des conditions aussi, l'équilibre vie pro, vie perso, que souhaite finalement le travailleur à temps partagé. On voit bien que c'est quand même une dimension qui est importante aussi pour que ça fonctionne dans les deux sens. Il y a aussi une notion d'équilibre et d'équilibre du travailleur à temps partagé, quel que soit le modèle, qui doit aussi pouvoir correspondre à ce que l'entreprise peut offrir de l'autre côté. Et donc ce qui doit être, je pense que dans ce... On aborde des points, on n'a pas reparlé, mais je pense que, en tout cas pour des fonctions d'encadrement, d'expertise, de direction, comme le cas de Stéphanie, il faut aussi qu'on construise quelque chose qui puisse avoir une fin et qui puisse rester dans l'entreprise. Et ça, c'est peut-être plus difficile. Alors, dans certaines fonctions, ça se documente, ça se transmet. Je pense que pour la partie RH, ce qu'on a fait avec Stéphanie, c'est matérialisé par le nouveau recrutement, par une culture qui change. Parce que cette séparation, qui peut être à l'origine d'un déséquilibre subi par l'un ou par l'autre, elle peut arriver. Donc ça signifie quand même que la relation contractuelle ou professionnelle doit être très mature. Quand vous embauchez un collaborateur, vous ne dites pas, écoute, on t'embauche, je vais voir qu'on organise son départ. On ne l'a pas organisé comme ça, mais ce qu'on essaie de construire, je pense, va au-delà de se dire, bon, si un jour ça arrive, au moins ce sera, on pourra l'aborder, parce que je crois qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, au niveau qu'a amené Stéphanie, de participer au changement de manière pérenne. Et que ça puisse. Moi, j'ai le souci de me dire, si un jour, c'est plus moi qui dirige l'entreprise, je pense que le fonctionnement que j'ai mis en place avec Stéphanie doit pouvoir me survivre. C'est pas simplement la rencontre de deux personnes. Et ça repose aussi sur la façon dont elle s'intègre dans une direction, en étant là entre guillemets qu'une fois par semaine. Alors je ne vous souhaite pas, vous l'avez évoqué, mais je trouve que c'est intéressant, c'est de voir justement, au cas où ça ne marche plus pour l'un ou pour l'autre, vous avez déjà prévu, au moins d'un point de vue engagement moral, de vous avertir l'un l'autre, une sorte de préavis pour que vous puissiez vous aussi vous retourner et trouver éventuellement le relais sur cette partie. C'est contractuel, mais c'est pas. Il n'y a pas de truc automatique. Hein. Et encore une fois, je pense que ce sera parce qu'on aura créé un espace dans l'entreprise qui permettra d'accueillir quelqu'un dans des conditions plus ou moins comparables à celles que Stéphanie aura acceptées, c'est-à-dire que j'ai pas des conditions qui soient complètement en dehors du marché. Donc ce qu'on a pu construire avec Stéphanie, j'espère que si elle était amenée à partir, je pourrais le proposer à d'autres. Et de la même façon, si c'est plus moi qui suis décideur, je pense que la contribution qu'elle a et le rapport temps, dépenses et contributions sont telles que la question de la maintenir ne se posera pas. Donc en fait, c'est la sanction du résultat qui s'impose à tout le monde. Est-ce qu'on est capable durablement de donner un espace d'expression, de valorisation pour un cadre qui a, après une longue expérience, décidé de rayonner dans différentes entreprises, ce qui est quand même à la fois un peu instable, mais à la fois hyper stimulant, je pense, du point de vue professionnel.
professionnel, parce que vous comparez, vous êtes en capacité d'influencer des organisations différentes. C'est rafraîchissant, il y a peut-être des situations de boîte où ça va mieux le dos, donc je pense que vous dosez un peu votre énergie différemment. Et puis pour l'entreprise, c'est intégrer même en temps partiel cette énergie et ses regards, c'est aussi une source d'expertise et de pragmatisme qu'on ne peut pas trouver avec ni un consultant qui s'inscrit forcément dans une approche ponctuelle, puis qui a un problème de valorisation de son temps à court terme, ni avec quelqu'un à plein temps, parce qu'avec quelqu'un à plein temps, même si vous voulez le rémunérer à plein temps, il va, au fil du temps, se nourrir uniquement de son expérience dans l'entreprise. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut essayer de valoriser, c'est que le temps partagé, c'est surtout les expériences partagées. Ce n'est pas les expériences du passé que vous essayez de remettre en œuvre, c'est des expériences quotidiennes et modernes remises en cause dans différentes organisations. Alors, ce qui marche aussi, je pense, avec l'expérience qu'on a avec Stéphanie, c'est qu'elle est active dans des entreprises qui sont certes différentes sur des marchés très différents, mais avec pas mal de points communs dans les cultures. Les dirigeants aussi se connaissent un peu, et même s'ils sont très différents aussi, ils partagent certaines façons d'aborder la matière humaine. Mais il y a quand même des vraies différences, donc des sources d'inspiration qui, pour moi, sont très importantes. Donc c'est des atouts aussi effectivement sur la modalité du temps partagé, d'avoir un expert ou une experte qui a deux expériences et qui vous donne un œil neuf ou partager. Pour moi, c'est l'atout principal. Ouais, c'est l'atout principal. C'est l'atout principal, c'est d'avoir quelqu'un qui est en activité dans les organisations, une organisation relativement comparable. Si tu étais dans les boîtes de 5000 personnes de la grande distribution, dans les bonnes benchmark avec une PME dans la mécanique comme on vit aujourd'hui. Et donc ça crée une difficulté, c'est qu'effectivement ça veut dire avoir d'autres clients, donc le premier prend le risque un petit peu, et puis que ces activités s'équilibrent et durent dans le temps. Parce que c'est vrai que j'imagine que si cet équilibre venait à être déstabilisé, ce serait moins évident sur la durée. Alors après ça se complète, effectivement, je pense que chacun des gens qu'on voit se lancer sur cet axe de temps partagé, on peut aussi chercher à trouver une certaine récurrence par le temps partagé, et puis s'il y a la possibilité de compléter par des actions de conseil ou autres, ça peut faire un équilibre. Mais moi je pense que ce qui est déterminant, c'est d'avoir des gens qui sont engagés sur la durée dans d'autres organisations et qui vivent cette nécessité de tracer le sillon durablement. Et qui partagent la richesse de ce qu'ils voient dans notre secteur. Et qui sont là pour peut-être expérimenter chez les autres ce qui ne marche pas et ce qui marche chez lui. Merci M. Malfette. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, je voulais juste ajouter que Stéphanie est l'illustration de mon propos tout à l'heure par rapport à Aparté, qui est un collectif d'experts, où chacun d'entre nous en fait peut avoir un statut différent. Donc en l'occurrence, Stéphanie est en coopérative d'activité, certains sont en SASU, d'autres sont en portage salarial. Donc on est bien sur une indépendance de chacun sur la façon de mener et sa prospection et sa facturation, tout en partageant son expérience avec les autres. Merci, c'est important effectivement sur cet aspect, en tout cas, contrat ou statut du travailleur à temps partagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à M. Malfette par rapport à son retour d'expérience? Oui. Oui, je voulais savoir pourquoi ne pas avoir reproduit ce modèle sur la partie DAF ou sur la partie commerce. Bon, on parlera au DAF, mais je pense pas qu'il va même travailler avec personne. Alors, non, parce qu'il y a une dimension de charge de travail, il y a une dimension... Moi, j'avais... sur la fonction RH, j'avais vécu pendant 4 ans sans DRH. Bon, puis j'arrivais un peu limite. J'avais bien... Je pense que j'avais analysé les différentes tâches qu'il y avait dans un service RH, entre les fonctions administratives, le quotidien, la gestion des partenaires sociaux qui roulaient. J'avais un peu la tuyauterie. Et puis j'aspirais à ce qui est vraiment de la valeur ajoutée. Donc j'avais à peu près cadré ce dont j'avais besoin, et je pensais que c'était calibré, le temps nécessaire était calibré par rapport à mes attentes. Mais dans la question peut se poser, mais sur d'autres fonctions. Elle peut se poser, là, on a un fonctionnement informatique qui pour moi qui n'est pas idéal. Je ne parlerai pas d'immédiat, mais presque. Je suis ouvert. Mais dans les fonctions qui sont en place, donc je sais pas sur les fonctions commerciales, c'est très difficile parce que
il faut quand même être clair sur les compétences qui sont clés dans l'entreprise. Il y a par définition dans un contrat à temps partagé une volatilité potentielle qui est plus importante, il me semble. Puis il y a la notion de management aussi, peut-être. Enfin, l'équipe commerciale est importante. Ouais. Ce serait compliqué d'avoir quelqu'un à temps partiel. Oui, et puis il y a quoi ça, le management à la fois descendant et montant. Parce qu'on a beau parler d'une relation hiérarchique, il y a une chose qu'il faut aussi garder en tête, c'est que quand vous avez quelqu'un qui a le temps partagé, vous avez une influence hiérarchique qui est à peu près en proportion comparable. Donc je considère plus que dans une relation de co-construction avec Stéphanie, on peut lui dire tu fais ça. Donc ça aussi il faut l'accepter. C'est pas du tout. Je pense que c'est, en tout cas pour des fonctions qui sont destinées à avoir une vraie valeur ajoutée, il faut accepter de faire rentrer quelqu'un qui a une grande liberté, qui doit garder de la liberté. Et là, contractuellement aussi, parce qu'elle n'est pas soumise à notre travail, en tout cas dans la relation de la même façon. Ok, merci pour votre compliment. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Marquet? Je voulais juste revenir sur un point où je ne partage pas forcément avec vous, sur la volatilité justement de la direction à temps partagé. En fait, je pense que, surtout sur des fonctions de direction, la personne peut intervenir dans une espèce de zone grise qui est entre le moment où le dirigeant d'entreprise prend sur lui l'ensemble des fonctions. Il doit être marketeur, il doit être RH, il doit être financier, il doit être etc. Et puis à un moment, on a tous nos limites de compétences. Et il se pose la question d'embaucher ou pas embaucher à temps plein, effectivement. Et donc c'est là où elle va intervenir cette direction à temps partagé. Sur une période qui peut être déterminée, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être quelque chose de beaucoup plus long, pourquoi pas. Et finalement, si on est sur un modèle de croissance, on a fini, à temps partagé, a fini sa mission quand il embauche lui-même son propre remplaçant qui va intervenir à temps plein. En tout cas, pour Keros et les directeurs à temps partagé, on accompagne 3-4 entreprises. Voilà, on partage notre temps entre 3-4 entreprises. Pas plus, au-delà, ça devient extrêmement difficile et extrêmement compliqué. Mais il n'y a pas cette volatilité en fait, que vous évoquez. On est investi, on est opérationnel dans l'entreprise, c'est aussi un choix de vie, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, on définit la mission et les objectifs. À partir du moment où effectivement la confiance s'instaure avec le dirigeant, c'est une équipe gagnante et qui fonctionne jusqu'au bout, jusqu'à ce que le dirigeant, encore une fois, dise ok, là j'ai peut-être besoin d'un temps plein et donc il faut que j'embauche parce que ça justifie ça. Mais au départ, je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, mais à un moment le dirigeant atteint cette limite de compétence dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Je ne peux pas tout faire, je ne sais pas tout faire d'ailleurs, il faut admettre, il y a des gens qui sont meilleurs que nous dans un domaine précis. Et donc, mais j'hésite à embaucher parce que à temps plein, parce que ça ne se justifie pas dans le cadre de la santé de mon entreprise. Oui, je parlais de volatilité parce que je pense que quand vous rentrez dans une boîte comme salarié, là je parle encore de fonction de cadre, des gens qui ont vraiment qui ont réfléchi à leur carrière et qui savent pourquoi ils choisissent tel ou tel type de contexte professionnel. Après avoir pratiqué pendant 15-20 ans, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie expertise et qui savent dire moi je vais être plutôt DRH dans une boîte qui est en changement, ou plutôt dans une boîte stabilisée, être challengé, travailler plutôt sur des compétences que sur le social. Donc vous avez réfléchi à ça. Et ce qui est compliqué, c'est que l'entreprise accueillante peut proposer ce scénario, mais pendant un certain temps. Et puis après, il y a une autre phase qui s'ouvre. Et ce serait normal qu'à ce moment-là, les parties disent en fait, voilà, j'étais ravi de participer à cette phase de changement, de transition, de consolidation. Maintenant, c'est plan-plan, j'aspire un peu à autre chose. Bon, voilà, au moment venu, si je trouve une boîte qui est un peu plus challenging, ça tournera. Voilà. Et c'est un peu le dialogue de rêve qu'on aimerait avoir avec nos collaborateurs aussi. De leur dire, tant que tu continues à te faire plaisir et que l'entreprise peut te permettre de croître, on va avancer. Et puis à un moment donné, on va constater que c'est plus possible. Et à ce moment-là, on organisera ton évolution qui peut se faire en dehors. Et ça, quand vous êtes à temps partagé, encore au niveau qu'est Stéphanie, vous avez tout à fait la liberté de décider si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Donc il faut en être conscient.
c'est là où je pense qu'il peut y avoir une volatilité, donc créer les conditions d'un dialogue qui permette d'anticiper cette éventuelle, je dirais pas divergence, mais évolution, qui elle-même s'équilibre à la fois dans le besoin de l'entreprise et dans l'équilibre global de quelqu'un que je ne qualifie pas d'employé d'ailleurs, ni de prestataire, c'est une collaboration. Parce qu'à un moment donné, s'il y a moins de pression chez nous, il y en a plus par ailleurs, qu'elle a envie de se consacrer, je ne sais pas, un jour par semaine à prendre des études et de réduire un peu sa présence chez nous, donc le truc, ça se regarde. Voilà. Mais c'est assez spécifique, c'est pour ça que je pense que c'est adapté à des fonctions où on travaille vraiment sur la durée, où on crée de l'autonomie dans l'organisation, on est plus en influence, que les fonctions il faut produire tous les jours à telle heure. Merci M. Macron pour votre réponse, en tout cas bien complète. Merci à tous les deux d'être venus, en tout cas, partager avec nous votre expérience sur l'emploi à temps partagé. Je crois intéressant dans vos deux exemples pour vraiment faire la synthèse, c'est que de l'autre côté, effectivement, le temps partagé a été vraiment précieux pour répondre à une demande sur un temps court qui nécessitait pas un plein temps et la garantie, en tout cas la sécurité au travers d'une entreprise, d'une structure telle que CIRAC, d'avoir quelque part un gestionnaire qui vous aide à trouver cette ressource-là, là où l'intérim ne répondait pas en tout cas à cette demande-là. Et pour vous, plutôt un modèle sur une fonction RH d'expertise, vous attendiez du support au niveau aussi du CODIR, quelqu'un qui n'est pas uniquement là pour dérouler effectivement de l'opérationnel, mais qui est à vos côtés pour prendre des décisions, avec cette modalité-là d'être présente en tout cas un jour par semaine, pour vraiment être à vos côtés, puis incarner la fonction. Et quelque part dans le projet, vous avez co-construit un petit peu aussi tous les deux, fonction et de votre projet et des besoins de cette année. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé, d'être venu en tout cas nous consacrer un petit moment pour vous faire votre retour d'expérience. Continuez à en parler autour de vous en tout cas et à évangéliser autour du temps partagé si vous restez en tout cas convaincus de cette modalité de travail. Merci encore.